Pourquoi vous n'êtes pas venu me voir tout de suite au lieu d'appeler la police? Qu'est-ce que vous voulez de moi? Demandez-moi tout, mais donnez-moi ce que je vous demande. Qu'est-ce que vous demandez? Pourquoi, en philosophie, s'intéresse-t-on à la notion d'échange? Parce qu'on s'intéresse à comment se forment et comment fonctionnent les sociétés. Or, les sociétés, ce sont des groupes d'individus hétérogènes qui rentrent dans des rapports, dans des relations, qui impliquent donc des interactions. Par interaction, nous entendons des circulations de flux entre différents agents, lesquels entrent en résonance, concordance ou opposition en fonction de ces circulations. Mais les interactions ne s'arrêtent pas là. Il y aurait autre chose qui passe par ces relations, et c'est ce qu'on pourrait appeler des transactions. Par transaction, nous entendons des transmissions de capitaux entre différents agents qui passent par les circulations de flux. Je voudrais commencer ce nouveau thème en posant une première question. Quel type de transaction peut-on observer ? Claude Lévi-Strauss est un anthropologue français qui a traversé le siècle dernier et dont la pensée a été très influente dans le monde. J'ouvre une petite parenthèse sur l'anthropologie. Qu'est-ce que l'anthropologie ? Issue du grec anthropo et logos, humain et discours, c'est l'étude de l'humain sous toutes ses activités et ses caractéristiques, que ce soit au niveau physique, biologique, chimique, anatomique, évolutif, ou au niveau culturel, politique, social, psychologique, artistique. En étudiant l'humain sous tous ses aspects, l'anthropologie se propose de donner non pas une vérité universelle sur l'humain, mais de faire des investigations sur les différences et les ressemblances entre les groupes humains les plus divers soient-ils. Go Wikipédia pour plus d'infos. Je ferme ainsi cette parenthèse. Lévi-Strauss fait une découverte qui peut nous surprendre. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, dans les sociétés dites primitives, et j'insiste sur les guillemets, les premières transactions n'étaient pas du troc. C'était en réalité des morceaux de dette que se faisait une tribu à l'autre. Alors c'est quoi la dette ? C'est une question concrète, réponse. La dette. Mais c'est pas une question concrète. Ah si, la dette. Une dette, c'est une transaction qui se passe en 3 temps. Dans un premier temps, l'agent 1 se sépare d'un capital qu'il laisse à l'agent 2. Cet agent 2 a pour devoir de rendre, dans un laps de temps établi, une contrepartie au capital qui vient de lui être attribué. Dans un second temps, un laps de temps s'écoule permettant à l'agent 2 de capitaliser la contrepartie due à l'agent 1. Dans un troisième temps, l'agent 2 restitue le capital convenu à l'agent 1. La dette est alors remboursée. Un jour, et ce jour ne viendra peut-être jamais, je vous demanderai de faire quelque chose pour moi. Mais, en attendant ce jour, je vous offre ce service en l'honneur du mariage de ma fille. Le principe d'une dette, vous l'aurez compris, c'est d'inclure dans la transaction un différé dans le temps et l'espace. On convient au préalable, lorsqu'on passe l'accord, de la deadline qu'il faut respecter. Par exemple, le modèle des devoirs maison est typiquement un modèle de dette. C'est aussi la preuve qu'une dette n'est pas nécessairement égalitaire. Je peux choisir de vous imposer une deadline ou nous pouvons en convenir ensemble. Dans Le Parrain, Don Corleone se sert de la situation difficile de son interlocuteur pour lui donner une deadline floue. Vous me rembourserez quand je l'aurai décidé, de la manière que j'aurai décidé. Ainsi, on voit tout le rapport de pouvoir et l'inégalité dans l'interaction. La dette comporte d'ailleurs une autre variable. Comme elle inclut un remboursement en différé, elle peut inclure ce qu'on appelle des intérêts.
c'est-à-dire un excédent entre le capital attribué et le capital remboursé. Comme il y a une différence dans le temps, il y a aussi une différence entre les capitaux. Tu mets plus de temps à me rembourser, donc tu me dois plus que je ne t'ai attribué. Cependant, une dette est en principe toujours remboursable. Mais ce n'est pas toujours le cas. Avant de finir sur la dette et de passer à un autre modèle de transaction, je voudrais vous parler du concept de dette infinie développé par Nietzsche. Nietzsche appelle des personnages des prêtres, et il en fait la figure des inventeurs de la dette infinie, c'est-à-dire une dette qui ne peut être remboursée en intégralité, et en conséquence de quoi on passe toute sa vie à la rembourser. Très simplement, on peut parler du péché originel. Comme Adam et Ève désobéissent à Dieu, ce dernier condamne l'humanité à payer cette faute impardonnable. Jamais nous ne serons acquittés de cette dette. Et il n'est nullement besoin d'être croyant pour tomber dans la dette infinie. À partir du moment où on vous demande de passer toute votre vie à payer pour quelque chose, et ça peut être une peine de prison, ou encore la dette de l'État, si c'est une dette dont on ne peut voir la fin dans une vie humaine, on tombe dans ce problème métaphysique et religieux. Nous vivons donc dans le ressentiment. Ainsi on vivait dans la République de Platon, avec la sagesse à la place de l'opinion.